Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. On est bien heureux de le retrouver. Il y a toujours des sujets qui nous interpellent et on veut des précisions encore, ses connaissances en matière de droit et de constitution. C'est Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et chroniqueur avec nous. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric Tandé. On va revenir tout d'abord sur cette annonce au début du mois de novembre. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui avait annoncé ses intentions de déposer un projet de loi afin d'obliger, et là j'insiste sur le obliger, les nouveaux médecins de famille et les médecins spécialistes formés au Québec à pratiquer dans le réseau public pendant les premières années de leur carrière. Là, c'était pas précisé pour la durée. Est-ce qu'on parle de 5 ans, de 10 ans? On mentionnait le contrat social. Est-ce qu'un gouvernement peut obliger des finissants d'un programme à travailler dans un domaine précis? Ben, à première vue, oui. Il n'y a pas de... le droit à la liberté est protégé dans les chartes, mais ne permet pas à l'individu de dicter à son employeur, par exemple l'État, dans ce cas-ci, les conditions de l'emploi en question, tout dépendant évidemment de la mesure. Là, s'il y avait exagération, ce serait peut-être autre chose. Mais par exemple, si le gouvernement dit pendant quelques années, tu vas travailler dans le public pour débuter, franchement, je pense pas qu'il y ait d'enjeu à cet effet-là, parce que le droit de la liberté, je le répète, n'a pas de volet économique, de volet droit du travail à proprement parler. Mais ce contrat social-là, on l'a jamais appliqué. Est-ce que c'est, je veux dire, égal ou inégal pour ceux et celles qui ont fait leur programme et qui ont eu le choix de le faire ou pas? Alors là, maintenant, on arrive en ressortant ce fameux contrat social. C'est pas un peu injuste? C'est certain que le contrat social, on s'entend que c'est... Ça, tu as raison de le dire. Il y a un volet, disons, très arbitraire dans tout ça. Ah oui, un contrat social, j'ai signé ça, moi, quand? Je me souviens pas trop. Franchement, c'est plus une formule, c'est plus une image politique, mais pour répondre d'un point de vue purement constitutionnel, je pense que ce serait difficile, voire impossible pour les médecins là, d'invoquer ceci, sauf peut-être l'angle de l'arbitraire que tu soulèves, mais je pense que, disons que la pente serait très, très, très abrupte à ce moment-ci. Et questionné sur ce dossier, le ministre, lorsqu'on lui a demandé, mais certains médecins pourraient dire, ah oui, mais moi, si c'est comme ça, je vais aller travailler ailleurs en Ontario. Alors là, Christian Dubé et François Legault ont invoqué la fameuse dérogatoire et là, ça tombe carrément dans ton terrain. Oui, mais ça, j'ai trouvé ça un peu insultant pour l'intelligence citoyenne, parce que moi, je m'attends à ce qu'un premier ministre, Frédéric, soit au courant de comment fonctionne une charte, un minimum. Il y a un ministère de la Justice pour le conseiller, pour l'appuyer. Or, si François Legault et compagnie vont voir la charte canadienne, ils vont voir que la dérogatoire s'applique simplement aux articles 2 et 7 à 15. 2 et 7 à 15, ce qui veut dire que tout ce qui n'est pas prévu à 2 et 7 à 15 ne peut pas être suspendu par la dérogatoire. Or, si on va voir l'article 6 de la Charte canadienne, qu'est-ce qu'il est écrit? Liberté de circulation. On ne peut pas empêcher un citoyen canadien de se promener d'une province à l'autre, d'aller travailler dans une autre province, et ainsi de suite. Ce qui fait donc que, si je sais compter, l'article 6 n'est pas couvert par la dérogatoire, et donc, de ce fait-là, par définition, François Legault a lancé de la poudre aux yeux ici. Il ne pourra pas interdire aux médecins de quitter le Québec. Ça, c'est officiel. Mais là, on rappelle qu'ils n'ont toujours pas déposé ce projet de loi. Ça a été lancé comme ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont aller de l'avant pour le fameux contrat social ou d'autres choses? Là, ce sera à suivre. On va reparler d'avis juridiques. Tu sais que ça brasse beaucoup ici. On en avait discuté ensemble il y a 2 semaines, parce que la Ville de Saguenay affirme qu'elle va assumer les frais juridiques de la mairesse Julie Dufour dans son procès face au DGEQ. En fait, c'est le comité exécutif qui a décidé de se conformer à l'avis qui a été fourni par une firme d'avocats. On a eu finalement le résultat donc de cet avis la semaine dernière. Et de l'autre côté, le cabinet de la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a manifesté son opposition au fait de remettre la facture à la Ville en mentionnant que dans la loi, c'était très, très clair que ça ne s'appliquait pas. Alors là, il y a une zone grise. On croit qui là-dedans? Qui a raison, Frédéric? En fait, la ministre ici, là, je suis désolé, mais a fait un peu une François Legault d'elle-même, c'est-à-dire faire de la politique au lieu de faire du droit. Le ministère là, n'est pas un arbitre dans un cas comme celui-là, n'a pas à donner son avis juridique à gauche et à droite. Mais ils l'ont pas fait. En fait, ils ont commenté le dossier. Ils ont commenté le dossier, oui, mais tu m'excuseras, mais ils ont commenté le dossier en disant que la loi est claire. Donc, pour moi, ça, c'est un avis juridique informel, et ce n'est pas au ministère, à mon sens du moins, d'y aller d'avis de genre de déclaration
si je peux dire, du genre. L'autre affaire, de ce que j'avais compris de notre discussion il y a 2 semaines, puis corrige-moi si je fais erreur, mais il y avait un conseiller municipal qui avait demandé un avis juridique. Oui. Bon, et l'avis juridique en question disait la mairesse a simplement à payer ses frais. C'est exact? Oui, c'est ça. Bon, mais là, tu vois, il y a un enjeu ici, et je m'explique. La mairesse est accusée au criminel, au pénal, en fait, devant la Cour du Québec. Or, les seuls avocats qui ont eu accès à la preuve, parce que pour déposer des accusations, ça prend de la preuve, et par la suite, la couronne doit communiquer la preuve à la personne qui aura à se défendre, c'est-à-dire l'accusé et ses avocats, ses avocates. Or, dans ce cas-ci, l'avocat du conseiller municipal n'a pas eu la preuve en question. Pratiquement impossible, parce que c'est seulement l'accusé, c'est-à-dire la mairesse et ses avocats qui l'ont eu. Et donc, pour faire un avis juridique dans ce cas-ci, il faut avoir accès à cette preuve-là. Autrement, l'avis juridique reste purement théorique. Parce que la question qui va se poser dans un cas comme celui-là, c'est quoi? C'est est-ce que la mairesse a agi, par exemple, dans le cadre de ses fonctions? Quelles sont les circonstances? Quel est le contexte? Qu'est-ce qui a été dit exactement? Et ainsi de suite. Donc, en d'autres termes, il faut qu'il y ait une connaissance, je dirais, puis là, je suis pas en train de critiquer cet avocat-là, je le connais pas du tout, je sais pas ce qu'il a fait exactement, puis j'ai pas vu son avis, mais clairement que son avis à cet avocat est très, très théorique, jusqu'à preuve du contraire, oui, versus l'avis de indépendant qui vient d'être obtenu par la mairesse. Je n'ai vu évidemment ni l'un ni l'autre, parce que bon, ce n'est pas public, c'est pas de mes affaires, mais reste qu'il y en a un qui a eu accès à la preuve et l'autre qui n'a pas eu accès à la preuve, ce qui devrait changer l'ensemble de la dynamique. Donc, pour l'instant, moi, je te dirais qu'à l'œil comme ça, je ferais confiance à l'avis externe, c'est-à-dire l'avis externe d'un avocat qui a pu voir l'ensemble du dossier versus l'inverse. Mais ultimement, est-ce que les lois actuelles sont assez claires? Parce qu'on parle toujours de zone grise. Et là, on mentionnait que le cabinet de la ministre, selon leur interprétation, on ne devait pas assumer tout ça. Alors, je me demande, est-ce qu'il y aurait peut-être un travail de clarification à faire? Parce que là, il y a plein de... Lorsqu'on parle de zone grise, certains disent, oui, mais elle n'était pas mairesse lors des faits allégués. Oui, mais elle était encore conseillère techniquement. Alors, on se demande, est-ce que c'est assez clair dans tout ce cafouillis ou encore ce ramassis de lois et qui touchent le domaine municipal? Ben, tu vois, c'est un peu ça que j'essayais de dire. Avant de dire que est-ce que c'est clair, est-ce qu'il y a une zone grise ou on est... Des zones grises en droit, là, il y en a, c'est incommensurable. Je pourrais pas te les compter. Puis le job d'un avis juridique, c'est souvent tenter d'élucider les zones grises. Compte tenu de quoi? Compte tenu des faits au dossier, compte tenu de la preuve, compte tenu des circonstances, du contexte. Vous pouvez voir, on peut lire un article, les articles qui sont écrits noir sur blanc puis qu'on comprend tout de suite pour l'ensemble des cas possibles sont assez rares. Il y a toujours des zones grises, ben toujours, peut-être pas toujours, mais très, très, très fréquemment, et c'est un peu la beauté du droit, c'est-à-dire son incertitude. Et c'est à ça que sert un avis juridique, c'est-à-dire tenter de clarifier les zones en question basées sur les faits. Donc, de dire, est-ce que ça pourrait être plus clair, cette loi-là? Moi, je pense pas nécessairement, parce que tout dépendra, évidemment, des circonstances. Tu l'as dit toi-même, est-ce qu'elle était mairesse? Est-ce que techniquement, elle était déjà, bon, et ainsi de suite? Ben, tout ça doit être apprécié dans un avis juridique. Et par la suite, au final, si ça peut rassurer les gens, il y aura toujours un arbitre indépendant, neutre, qui s'appelle un ou une juge de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure, une Cour d'appel, Cour suprême, et ainsi de suite, pour déterminer qu'en est-il dans ce cas précis de l'application de la loi. Bon, terminons cette chronique. On va aller faire un tour sur le bord du fleuve ou encore sur le bord du Pacifique. Il y a un conflit qui frappe les ports de Montréal, Québec, Vancouver. Et là, Ottawa, finalement, qui a demandé l'imposition d'un arbitrage exécutoire. C'est pas bien reçu par les syndicats, mieux par la partie patronale. Comment on doit interpréter ou comprendre? Est-ce que le gouvernement, encore une fois, se mêle de manière assez draide d'un conflit de travail? Ben, j'ai l'impression que le gouvernement Trudeau, c'est Steve McKinnon qui est son ministre ici, essaie de démontrer à la population, regardez, là, nous, on est capable d'être tough avec les travailleurs, les syndiqués dans ce cas-ci, on est capable de leur dicter une ligne de conduite. Assez, c'est assez. Bon, le discours un peu classique, essentiellement. Est-ce que c'est une violation de la liberté de négociation? Évidemment que oui, le droit de pouvoir, de pouvoir mettre de la pression sur l'employeur. Clairement que c'est ça ici.
Sauf que dans une société libre et démocratique, on accepte le fait qu'il n'y a pas de droit qui soit absolu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que chacun de vos droits, chacune de vos libertés peuvent être limitées par l'intérêt collectif. Or, dans ce cas-ci, c'est quoi? C'est qu'on dit aux syndiqués, vous ne pouvez plus faire de moyens de pression, la grève est terminée, il y aura un arbitrage exécutoire. C'est quoi un arbitrage exécutoire? Ben, c'est que les deux parties, c'est-à-dire les syndiqués et l'employeur, feront valoir à l'arbitre, qui est un peu l'équivalent d'un juge indépendant. Là, on va le choisir, la ministre va le choisir dans ce cas-ci probablement, et l'arbitre en question décidera qui a raison, qui est le plus raisonnable, quelles sont les revendications de part et d'autre qui tiennent la route, et rendra une décision qui, le terme le dit, sera exécutoire. Est-ce que c'est une violation, je le répète, au droit de négocier? Évidemment que oui, mais ça ne veut pas dire, par contre, que l'arbitre va nécessairement aller du côté de l'employeur. Ça pourrait être tout à fait l'inverse. Parce qu'on évoque encore les services essentiels. Ça nous rappelle ce qui s'était passé avec les chemins de fer récemment. Est-ce que vraiment, toute la question des ports, parce que là, c'est d'économie, mais est-ce que c'est considéré comme un service essentiel pour, disons, au Canada? Ben, disons que, comment je dirais ça, il y a une décision de la Cour suprême du Canada en 2015, l'arrêt Saskatchewan, qui disait un peu ceci, les services essentiels, faut pas exagérer avec ça, faut pas brimer le droit de négociation, la liberté d'association des syndiqués. Faut faire attention, faut y aller avec parcimonie. Alors là, évidemment, il y aura peut-être des recours en justice, par exemple, c'est pour moi en cour fédérale dans ce cas-ci probablement, et qui, donc ces cours-là auront à déterminer est-ce que, oui ou non, il s'agit d'un service absolument essentiel dans ce cas précis? C'est peut-être prévu dans la loi fédérale à cet effet-là, il faudrait voir. Moi, je te dirais que lorsqu'on parle de train, lorsqu'on parle de bateaux qui débarquent du stock XYZ, évidemment que ça impacte de manière assez fantastique l'économie d'un pays, l'économie des provinces aussi. Donc, je pense que la justification pourrait se faire, mais encore là, tout dépend évidemment de l'espèce de jeu d'équilibre là-dedans. Est-ce qu'on n'exagère pas? Est-ce que c'est nécessairement la fin du monde si on manque quelques jours de transport, que ce soit ferroviaire ou encore par bateau? Alors, j'ai une déclaration exécutoire, moi aussi. La chronique est terminée, Frédéric Bérard. Et je déclare qu'on se reparle seulement dans 2 semaines. Ben, ça sera avec plaisir, mais pour le reste, je dirais que ton rôle d'arbitre n'est pas tout à fait neutre. Mais bon, pour le reste, ça va. Mais tu es un chroniqueur essentiel, donc on va y aller comme ça. Ah, c'est bien gentil. Bye-bye. Salut, bye. Pour soumettre vos commentaires ou des idées de sujets,